Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro de l'Hebdo Éco, votre rendez-vous avec l'économie sur Média TV. Après 6 mois de blocage et de suspense, nous avons enfin notre coalition gouvernementale. Désigné chef du gouvernement le 17 mars dernier par Sa Majesté le roi Mohamed VI, Saadine El Othmani a donc été chargé de former une coalition gouvernementale, une majorité. Le 5 avril, c'était chose faite. Le nouveau gouvernement compte 39 membres, 20 ministres, 6 ministres délégués et 13 secrétaires d'État. Une coalition qui comprend 6 partis politiques. Comment cette coalition réussira-t-elle à relever les défis économiques de notre pays ? Quel avenir pour le projet de loi de finances tel qu'il a été élaboré par le gouvernement sortant? Ce nouveau gouvernement réussira-t-il à regagner la confiance des entrepreneurs, des employeurs, mais aussi et surtout des employés? Qu'est-ce que ce gouvernement doit réussir là où le gouvernement sortant a failli? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur ce nouveau plateau de l'Hebdo Éco Driss Essaoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes politologue, analyste en économie, économiste. Bienvenue à vous. Merci. Également sur ce plateau, Abdelkhalq Touhani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc professeur à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, l'INCA. C'est bien ça. Bienvenue à vous aussi. Merci. J'ai le plaisir également de recevoir sur ce plateau de l'Hebdo Éco pour parler des défis économiques de notre nouveau gouvernement, Mohamed Raj, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes également professeur en économie et économiste. Oui. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Et encore une fois sur ce plateau, j'ai encore beaucoup de plaisir à recevoir mon confrère de la vie éco, Saad Ben Mansour. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Alors tout d'abord, messieurs, j'aimerais revenir avec vous sur ce discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI le 6 novembre à Dakar, un discours où le souverain a été clair quant à la mission première du prochain gouvernement, de ce nouveau gouvernement, et je le cite, « Le Maroc a besoin d'un gouvernement sérieux et responsable » et puis de poursuivre. De fait, les Marocains attendent du prochain gouvernement qu'il soit à la hauteur de cette étape décisive. Fin de citation. Tout d'abord, du point de vue de chacun de vous, messieurs, comment voyez-vous cette composition gouvernementale? Driss Essaoui. Je pense que les fondamentaux qui étaient prévus, il était prévu que l'on puisse avoir un gouvernement bien resserré, bien cohérent, avec un certain nombre de pôles. Je pense que la chose a été faite. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le nombre. C'est-à-dire, quel que soit, on a 20 ministres, on a 6 ministres délégués, on a 13 secrétaires d'État. Pour l'opinion publique, ça fait un peu beaucoup, sincèrement. Parce que si on recherche de l'efficacité, les ministères, ce sont des institutions qui fonctionnent dans la durée, à travers les secrétaires généraux, à travers les directions. De toutes les manières, l'administration a toujours été dans la continuité. Aujourd'hui, on leur amène des politiques qui sont issues justement de cette nouvelle coalition gouvernementale et qui est censée donner de la perspective. C'est-à-dire, un politique, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait des choix et qui dit à l'appareil de l'administration, voilà où je me projette, et il essaie justement de s'y tenir. Alors, la question que l'on se pose, et comme on le dit, on jugera sur pièce, est-ce qu'ils seront efficaces ou non? La question, elle est lourde, mais en même temps assez difficile. Il n'y a pas de réponse. Tout de même. Elle est précoce. Mais revenons justement à cet aspect de cohérence. Mohamed Raj, voyez-vous que ce gouvernement est cohérent? Je ne pense pas. Parce que tout simplement, il y a plusieurs familles politiques et idéologiques. Ils sont réunis autour d'un Premier ministre. Pour le moment, il n'y a pas encore de programme. C'est un chef de gouvernement. C'est un chef de gouvernement. Pour le moment, il n'y a pas encore de programme. Il faut attendre les jours suivants ou la prochaine pour voir le projet de programme à présenter devant le Parlement
pour avoir bien sûr la légitimité cette fois-ci politique. Donc, il y a peu de chances que oui, ce projet avec ne une passe. majorité arithmétique, le programme sera adopté et le gouvernement sera confirmé. Mais à la lumière des différentes appartenances, vous avez la gauche, vous avez le centre, vous avez la droite. Économiquement, est-ce qu'il ne se retrouve pas finalement? Non, je serais un petit peu réservé pour une simple raison. Le domaine économique reste encore maîtrisé, et Dieu merci, par le roi. Parce que l'essentiel des compétences sont encore, sur le plan constitutionnel et même sur le plan de la pratique, entre les mains du roi. Donc au niveau des grands choix économiques, je pense que la voie est toute tracée. Maintenant, c'est en termes d'exécution, en termes de moyens d'accompagnement, quelles seraient les possibilités pour ce gouvernement de mettre en pratique sur le terrain un certain nombre de choix pour aboutir en fin de compte à des résultats que le peuple marocain attend avec impatience. Saad Ben Mansour. Je dirais en principe... oui, on jugera sur pièce, forcément. Mais bon... Déjà, sur cette mais il y a des ministres qui ont gardé le portefeuille. Donc, on a déjà un recul, hein, pour ceux qui étaient là. Donc, on a le recul par rapport à ce qu'ils ont fait. Donc, on a une base d'évaluation. Pour ceux qui ont été bons, on dira c'est bon. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne soit pas la même chose pour les 4 années et demie qui restent. Pour ceux qui sont nouveaux... théoriquement, il devrait être, comme l'architecture a été faite en sorte qu'il y ait des pôles, il devrait y avoir de l'appui de la part des ministres qui ont par exemple, il y a des secrétariats d'État, etc. Maintenant, l'efficacité, c'est ce qu'on attend d'eux, effectivement, mais j'ai déjà peut-être je me dis, hein, personnellement, c'est un premier indice, le fait de constituer en 2 semaines un gouvernement. Pour moi, c'est déjà un signe d'efficacité. Là où d'autres ont échoué pendant 5 mois. Ils sont conscients qu'il faut y aller très vite. Et ils l'ont fait, bon, bien sûr, comme on dit, avec du bon et du moins bon. Mais en tout cas, ils disent... Qu'est-ce qui vous fait dire du bon et du moins bon, Saad? Oui, du bon et du moins bon. Par exemple, quand on voit un peu l'architecture de certains départements, on se pose des questions. Mais bon, là aussi... Par exemple quand je vois qu'on met... le transport aérien avec le tourisme, oui, l'artisanat et également le développement. Il y a une logique, oui. Bien sûr qu'il y a une logique, on la connaît tous. Le tourisme sans le transport aérien, ça ne marche pas. Mais en même temps, on se dit, quand même, il y a le transport aérien qui est isolé par rapport à un département de transport. Alors, comment tout ça va s'articuler? On va le voir. J'espère qu'ils ont certainement derrière la tête un schéma bien fait. Allah yafqou, machi ntlebou. Amin. Abdelkhalq Touhami, une réaction par rapport à cette coalition gouvernementale? Une réaction, pour moi, c'est assez mitigé. Même par rapport au discours de Sa Majesté de Dakar, je crois que le sens du discours était pour avoir un gouvernement beaucoup plus resserré que ce qu'on vient d'avoir. Sur le chiffre, ils sont sur 20, ils sont bons. Oui, sur 20, mais le problème c'est que pratiquement, et je crois même qu'au niveau du nombre de partis politiques, si on continuait à partir du discours royal, on imaginait qu'il n'allait pas y avoir ce partage jusqu'à atteindre 6 partis politiques. Là, on est en train de parler du 7 novembre. Donc l'idée qui était là... Parce que l'Istiqlal rejoint un peu... C'est ça, dans le temps, on visait, on croyait qu'on allait converger vers quelque chose de quand même assez ramassé. Maintenant, on se retrouve avec 6 partis politiques, avec des tendances a priori très différentes. Et si on se rappelait de la campagne électorale qu'il y avait, ces mêmes partis se donnaient des coups à dire que demain, ils ne peuvent jamais constituer une coalition. On avait remis en question même des chantiers qui ont été ouverts par l'ancien gouvernement. On parle projet retraite, on parle compensation. Tous ces partis, en tout cas plusieurs de ces partis, disaient qu'on pouvait même revenir sur ça. Rappelez-vous qu'à la fin de l'ancien gouvernement, il y avait un grand problème entre le RNI et le PJD sur beaucoup de dossiers économiques. Si ce qui nous intéresse, c'était de l'économie. Et donc, moi, je suis un peu sceptique sur comment on va gérer réellement les dossiers économiques dans ce gouvernement. Je m'attendais personnellement, en tant que citoyen, à mieux que ce qu'il y a. Ceci ne veut pas dire que c'est mauvais. On espère justement que ça réussisse. Nous voulons que ça réussisse. Mais les premiers signes, à voir la chose comme ça,
Moi, je ne suis pas mitigé. tout à fait... Oui. Non, je voudrais réagir juste par rapport à une question que Khadija a posée tout à l'heure. Est-ce que ces partis sont différents, ils se rencontrent, etc. Sur le plan de la, disons, on va dire de la doctrine économique, ils sont les mêmes. Si on lit les programmes qu'ils ont présentés, qui sont souvent beaucoup de copier-coller, etc., entre les uns et les autres, c'est des programmes libéraux, des choix économiques de libéralisme. Deuxièmement, avec une connotation sociale, c'est-à-dire c'est comme on était dans des programmes de partis politiques de centre-droite, tous, sans exception. Il n'y a jamais eu de bagarre ni de conflit sur ces fondamentaux que sont l'initiative privée, l'investissement, comment gérer la croissance, etc., avec une forte propension pour la dimension sociale et qui va rester de toutes les manières. Ce qu'il faudra peut-être dire, c'est ce qu'il y avait comme différent, c'était des querelles, on va le dire, de personnes. C'était des façons de gérer, de faire la politique qui étaient différentes entre un parti politique et un autre. La manière de gérer, ceux qui voulaient gouverner, c'est-à-dire Ben Kiran qui à ce moment-là voulait jouer véritablement le rôle de chef d'orchestre, etc., sur des dossiers probablement qu'il ne maîtrisait pas totalement. Il faut le dire, il y avait des erreurs. Mais les autres partis politiques qu'il avait en face, par exemple, on va dire le fameux, disons, problème qui était posé sur le fonds de développement agricole, sur la question des retraites, etc., ce sont des questions de procédure qui sont devenues des motifs de guerre politique, de grandes querelles entre hommes politiques et non pas comme vision de la chose économique. Finalement, on reprend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que finalement. Mais justement, est-ce qu'en reprenant les mêmes et on recommence, est-ce que c'est synonyme de continuité? Certains fustigent justement qu'on n'ait pas du sang frais, du sang nouveau dans ce gouvernement, notamment dans des ministères clés, où plutôt il faut continuer les chantiers qui ont déjà été entamés. Il faut qu'on revienne à des. Juste, je suis désolé, Saad. Il y a quelque chose qu'il faut garder en tête. Le discours de Dakar, le communiqué au lendemain du dernier Conseil de ministres où il y a un certain nombre d'indications qui ont été données. Qu'est-ce qu'on a dit? On est dans la continuité. Le Othmani, quand à la première déclaration, il dit que nous sommes dans la continuité, plus une accélération du rythme. Est-ce que ça veut dire que le projet de loi de finances, alors, tel qu'il a été élaboré par le gouvernement sortant, est-ce qu'il a ses chances de passer comme ça, surtout qu'en manque de temps, Mohamed Raj? Oui, ça va être le premier ballon d'essai concernant l'actuel gouvernement. Parce que déjà, au niveau d'un certain nombre de questions qui étaient des questions vraiment majeures, je prends la retraite. Maintenant, certains partis font partie de ce gouvernement, mais hier, ils étaient dans l'opposition. Et à travers leurs syndicats, remettent en cause, je prends par exemple la loi qui a été adoptée arithmétiquement concernant la caisse de retraite. On a toujours le dossier de la caisse de compensation. Il y a des divergences, surtout pour le gaz. Nous allons y arriver, mais je veux juste insister sur ce point du projet de loi de finances. Surtout que sans loi de finances, eh bien, il n'y a pas de financement, eh bien, on a une économie à l'arrêt, eh bien, on a des investissements qui sont bloqués. La loi de finances a été préparée, disons, par Boussaïd. C'est Boussaïd qui est aujourd'hui toujours ministre de l'économie et des finances. Taniyen, on est effectivement dans la continuité. Donc, théoriquement, à moins qu'il y ait quelques réajustements techniques, je dirais, la loi de finances, elle est là, elle devrait être votée. Moi, je crois qu'il y a deux ou trois petits points pour la loi de finances. D'abord, étant donné la nouvelle structure gouvernementale, il va y avoir des déplacements, des regroupements. C'est très technique. Je crois que sur le fond, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. On ne peut pas se permettre. Non, on ne peut pas se permettre. On doit réfléchir à la loi de finances de 2018. Pour tout de suite, là, on doit la passer comme elle est, peut-être quelques modifications. Juste pour expliquer justement à mes téléspectateurs pourquoi il y a urgence. Il y a urgence puisqu'on a déjà perdu, selon moi, déjà une année. Non, mais en termes d'impact sur l'économie. Si on prenait par exemple les postes qu'il y avait dans la loi de finances, 23 000 quelque chose, ils n'ont pas été comblés. Il y a des jeunes qui attendent les concours. Il y a des marchés publics au niveau local qui ne sont pas passés. Voilà. Il y a la petite entreprise dans les régions qui est à l'arrêt. Il y a aussi des dispositions fiscales. C'est cela. Et c'est très important, oui. La communauté des affaires, la communauté, le secteur privé
eh ben, il est en ballottage depuis maintenant 6 mois pour dire est-ce qu'on les fait, on les fait pas. Est-ce qu'on investit? Est-ce que finalement cette réforme sur les impôts, elle va être une position d'attente? Tout le monde attend. Tout le monde attend. Et ça affecte notre économie. Il faut débloquer la situation. Mais permettez-moi, je voudrais quand même répondre très rapidement à cette histoire, pour revenir un peu en arrière sur le nombre. Personnellement, à mon sens, moi je pense que 39, 40 ou 30, moi je dirais que si à 39, ils nous font de la croissance et ils nous font de la création d'emplois, eh ben, c'est tant mieux qu'ils soient comme on dit, effectivement. Non, mais Donc, je voudrais donner Idriss, juste un chiffre. Vous savez que durant ce blocage, parce qu'en fait, nous avons le déficit public, et depuis 2 ans, il n'a cessé de régresser. Nous avons aujourd'hui une dette publique qui représente... Ce n'est pas la dette, le déficit. On peut en discuter techniquement. Là, juste le déficit. On est à quelque chose maintenant... comme, je ne sais pas, peut-être que moins 4,3 actuellement. On avait moins 4,3 avant. Cette année, moins 4,1. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce blocage, avec les mesures de décompensation, avec toutes disons, la gestion restrictive de la demande et des dépenses, a permis de gagner 0,4% du PIB en termes sur le plan Ah oui. Parce que... Mais à quel prix? Ça c'est un chiffre. C'est un chiffre. Alors à quel prix? Les dépenses d'investissement étaient gelées politiquement parce que les ministres actuels, ou bien de la période du gouvernement... réglons les affaires courantes, oui. Politiquement, c'est une question d'éthique, n'avaient pas pris la décision d'investir. Donc le malheur de ne pas prendre une décision s'est traduit positivement sur la partie des déficits. Mais ça reste arithmétique pour moi. Politiquement, le déficit est là. Il sera repris à travers la loi de finances quand on la vote immédiatement. Il baisse. Il y a une tendance depuis 2 ans, 3 ans. À quel prix? Oui, ça fait depuis 3 ans, 4 ans, on est en train de faire baisser le déficit. C'est au prix de la caisse de compensation qui s'est vue se débarrasser d'un ensemble de charges. Alors justement, est-ce que cette réforme de la caisse de compensation, il y a un problème majeur. Qu'elle va être revue? Non, parce qu'en fait, même pour la caisse de compensation, il y avait un process. On est passé de l'indexation partielle des produits pétroliers vers un certain nombre. On n'a pas encore décompensé toute la caisse. Ne serait-ce que cette partie-là, elle a permis de faire souffler pratiquement le budget de l'État et on a gagné énormément sur cet aspect-là. Donc c'était une bonne chose. C'est un bilan positif du gouvernement sortant. Pour le gouvernement, d'accord, on a gagné en termes de réduction de déficit puisqu'il y a moins de compensation, c'est clair. Mais on est à 22 milliards. Il faut être clair que ce n'est pas 54. On est passé à 22. Oui, il faut être clair que quelqu'un, lorsque les prix sont ce qu'ils sont, ils vont monter, quelqu'un va payer. C'est le ménage. Donc, le déficit, si on le regarde, ça va. Le taux d'inflation reste quand même maîtrisé. Non, pour la dépense qui risque du ménage. de monter selon des observateurs à 2%. Ce qu'il y a maintenant, effectivement, c'est maîtrisé, puisqu'une chance, pendant les 6 dernières, peut-être même les 2 dernières années, le prix du pétrole est en ce qu'il est. Alors, supposons maintenant qu'il reprenait, là, sans la caisse de compensation. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir, absolument pas. Mais il faut probablement prévoir des mécanismes fiscaux pour aller compenser, pour aller aider ces ménages. Et même en termes de compétitivité, pas seulement pour les ménages, même pour les entreprises. Le coût de l'énergie. Le coût va probablement commencer à monter. Et donc, l'un des chantiers, à mon avis, qu'il va y avoir, c'était d'être sûr... Qu'il devrait y avoir, c'est d'être sûr qu'on doit observer la situation. Est-ce qu'on va continuer à rester? Il y a bien sûr les 2 autres produits, Cédric le disait, la compensation va continuer. Personne, dans la loi de finances 2017, on n'a pas parlé de décompensation du gaz. Donc, et sur quel produit? Voilà, est-ce qu'on parle du gaz du butane? On a le sucre. Non, il y a le butane et le sucre. Et un peu de la farine nationale blé tendre, on n'a pas touché. C'est 2 milliards, c'est pas beaucoup. Mais le gaz représente 9 milliards. Exactement. Le gaz, c'est la grande tranche, je pense qu'ils vont y aller. Mais je vais vous dire une chose. On ne pouvait pas continuer avec 54 milliards de dirhams annuels. C'était impossible, c'était un suicide. Insupportable pour... C'était insupportable, d'autant plus... C'est-à-dire qu'en fait, face à cela, nous avons quelqu'un qui s'appelle le FMI, pas pour nous dicter quelque chose. Parce qu'eux, ils nous ont à l'œil, c'est-à-dire ils ont les moniteurs, ils regardent. C'est un peu normal. Vous avez des problèmes. Grâce à cette action qui était impopulaire sur le plan politique, intenable, etc., il fallait le faire. Aujourd'hui, vous savez que le mécanisme d'indexation
des produits pétroliers existait. Mais on l'a arrêté en 95. Il était désactivé. Il a été désactivé, alors que ça fonctionnait à merveille. Aujourd'hui, même si le prix du pétrole monte, il y a la fameuse assurance qui est là, qui est maintenue annuellement. Le hedging. C'est ça, le hedging. Ça fonctionne toujours. C'est-à-dire, si jamais ça atteint 110, 120, le mécanisme va fonctionner et nous, on sera dans les fourchettes que l'on connaît aujourd'hui. Il faut rassurer les gens. Il faut surveiller pour savoir quand est-ce qu'on intervenir. C'est pour ça qu'on paie les ministres et les fonctionnaires. Est-ce que, selon vous, justement, on parlait de compensation, nous allons parler de l'emploi. Je sais que c'est une question qui vous tient à cœur. C'est la question. C'est la question. Je sais, mais tout d'abord, on parle de réforme de compensation. On parle aussi de cette fameuse réforme des retraites qui est très contestée. Et surtout qu'il y a des partis politiques qui font aujourd'hui partie de ce nouveau gouvernement qui étaient totalement contre. Qu'est-ce qui va se passer, selon vous ? Vous savez, à la limite, qu'il y ait à l'intérieur même de la majorité, de la coalition gouvernementale, qu'il y ait des avis qui divergent, c'est tout à fait naturel et on en discute entre nous. Pour moi, à la limite, qu'il y ait le parti, tel parti qui est foncièrement et qui s'était dit foncièrement contre cette réforme de retraite, probablement maintenant qu'il est dans la coalition, il va forcément revoir ses positions, il va en discuter. Peut-être qu'il va convaincre ses partenaires de la coalition de revoir certaines choses. Mais les syndicats reviennent à la charge. Alors les syndicats, ça c'est une autre chose. Maintenant, les retraites, moi à mon sens, la réforme des retraites est une réforme qui était vitale. Nécessaire. Parce que c'est plus que nécessaire, c'était vital. Parce que, au vu en tout cas, si l'on en croit les chiffres des études actuaires, et si j'en crois ce que me disait il y a quelques jours le patron d'une grande caisse de retraite, eh ben, les réserves sont sérieusement menacées. Et donc, moi, aujourd'hui actif, je dis oui, j'accepte qu'il y ait cette réforme parce que dans quelques années, je ne voudrais pas que je me retrouve sans pension de retraite. Pour la retraite, c'est pas que les gens sont contre la réforme de la CMR, c'est une question de responsabilité. À titre d'information, depuis 1956, le gouvernement, l'État marocain, en tant qu'employeur, n'avait jamais versé ses cotisations patronales. Ils ont versé jusqu'à 1996. Et on a trouvé un arrangement forfaitaire. Au lieu de débourser la somme convenue, ils ont déboursé, je pense, autour de 17 milliards pour tourner la page. Deux, maintenant, dans le cadre de la réforme, ils veulent que les salariés supportent le poids de la réforme. Au lieu de prévoir un ensemble de cotisations comme on le fait dans tous les pays du monde, 2 tiers à la charge de l'employeur, 1 tiers à la charge de l'employé, on a opté pour la parité, 50%, 50%. 3, il y a une question historique de responsabilité. L'argent de la CMR a été tout le temps utilisé comme un moyen de financement du déficit budgétaire. C'est un moyen de trésorerie. Il y avait un service administratif, il n'y avait même pas un établissement public. C'est un service administratif du ministère des Finances. Et lorsqu'on a décidé de placer l'argent des futurs retraités, on l'a confié à la CDG à un taux dérisoire de 3%. Donc vous avez un ensemble de jeux, il faut que tout le monde assume ses responsabilités. Ça, c'est un peu partout. Enfin, investir l'argent des retraites, ça se fait dans tous les pays du monde. Mais à condition que le gouvernement marocain, je ne parle pas du gouvernement actuel, sont les 39 gouvernements qui sont succédés, qui assument tous une responsabilité historique. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réformer. Qu'est-ce que ce nouveau gouvernement devrait faire sur cette question? S'asseoir autour d'une table et de ne pas prendre une décision politique à travers l'arithmétique du Parlement. Stade, moi, je voudrais juste revenir sur ce que vous dites. Le dernier rapport de l'enquête de la Chambre des conseillers sur, justement, sur la CMR, il révèle justement ces faits. Et c'est une responsabilité que l'État marocain supporte. Parce qu'à un moment donné, il y avait une certaine opacité dans la gestion de ces dossiers. Je pense qu'il aurait fallu agir autrement. Qu'avant d'aller dire que les caisses étaient au seuil de la faillite, il fallait expliquer pourquoi on est en arrivé là. Il fallait expliquer tout cela et trouver des mécanismes de mitigation qui permettent... Maintenant que l'explication, Cédric, nous l'avons,
Est-ce que ce gouvernement ne doit Voilà. pas réviser Là, la c'est situation? à cela C'est qu'on ça a- ce que je dis. Donc, Alors, en est-ce que termes ce de gouvernement ne doit pas réviser la réforme des C'est ce que je retraites? crois. C'est-à-dire qu'il y avait des possible. décisions qui ont été prises étant donné un ensemble d'informations avec une opacité qui manquait. Maintenant, on a un ensemble d'informations plus claires, des responsabilités plus précises. Je crois que le gouvernement, au niveau responsabilité, doit revenir et dire voici là où il y avait les erreurs, je corrige ceci, j'améliore ceci, je continue. Nous allons continuer, messieurs. Avec pédagogie. Oui. Avec pédagogie, justement. Nous allons continuer ce débat et surtout à parler des autres chantiers qui attendent ce nouveau gouvernement juste après cette courte pause de publicité. Merci de rester avec nous. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez juste avant la pause publicité. Nous parlions de cette très contestée réforme des retraites et comment ce nouveau gouvernement pourrait éventuellement y apporter des changements ou pas. Alors, nous parlions également de cette commission d'enquête qui, le 13 mars dernier, commission d'enquête bien évidemment de la Chambre des conseillers, qui a sorti un rapport d'enquête sur la caisse marocaine des retraites et ainsi a appelé à geler sa mise en œuvre et à appliquer les recommandations de la Commission nationale des retraites qui s'était exprimée en faveur d'une réforme systémique et non paramétrique. Professeur Lach. Là, pour moi, une question simple. Depuis 1956, l'État marocain n'a jamais versé ses cotisations. Donc il faut reprendre, mais cette fois-ci en actualisant, en tenant compte du taux d'inflation depuis 1956 à ce jour, et pour que le gouvernement fasse tâche honorable, de reverser une partie du dû à la Caisse marocaine des retraites. Au-delà du système paramétrique mis en place par les commissions techniques et adopté à travers un texte de loi, moi, je considère que j'ai une créance vis-à-vis de l'État marocain, peu importe les différents gouvernements qui sont succédés. Demain, lorsque je vais recevoir ma retraite, je veux la recevoir en bonne et due forme. Moi, je n'étais pas à la gestion des affaires de l'État. Donc le gouvernement a failli à ses missions, il doit corriger son erreur. Voilà Ce nouveau gouvernement doit corriger à la place des autres. À la place des autres. Moi, à mon avis, à mon sens, les points fondamentaux de la réforme sont là. On sait que de toutes les façons, même ne serait-ce que démographiquement, il y aura plus de retraités que de voilà, d'actifs. le rapport entre retraités et actifs, il est en train de se détériorer. On finira, c'est la marche de l'histoire, c'est naturel. Comme tous les pays au monde qui ont eu ce changement démographique, comme on dit, eh ben forcément, on devra aller vers le prolongement de l'âge repousser l'âge de la retraite. Effectivement, je pense qu'il y a un petit ajustement à faire, dans le sens où l'État doit, s'il est aujourd'hui, il était prêt à mettre, je dis n'importe quoi, 10 milliards de dirhams sur la table, ben, il devrait accepter, en fonction de ce que vous dites, Serge, qu'il mette 15 milliards sur la table. Mais les fondamentaux et le schéma de la réforme me semble être un schéma tout à fait qui s'impose. Alors, j'aimerais bien revenir parce que on ne s'est pas trop attardé sur la question de la loi de finances, justement. Est-ce que cette loi de finances, si elle est adoptée dans sa mouture actuelle, telle qu'elle a été élaborée, est-ce que ça pourrait éventuellement être amené à encore être révisé ou changé dans les mois à venir. Et aussi, il faudra en préparer une autre pour 2018. Et ça commence, si je ne me trompe pas, au mois de juillet. Juin prochain. Disons rapidement. Le travail sur la préparation du prochain projet va commencer incessamment sous peu. Maintenant, le projet de loi de finances qui a été déposé pour les 8 mois qui restent dans l'année. Pour les 8 mois, je pense qu'ils seront obligés d'aller avec ce qu'ils ont, moyennant, comme vous avez dit, des réajustements au niveau des chapitres budgétaires, des affectations, etc. Sachant pertinemment que la loi organique des finances a permis au Maroc de fonctionner de manière quasi normale concernant un certain nombre de dépenses, même d'investissements, etc. Sauf qu'ils n'en avaient pas les ministres pour pouvoir prendre la responsabilité d'engager plus sur le budget qui était programmé, mais revenir. On peut aller très loin, dire qu'ils ont la possibilité de faire une loi rectificative des finances au mois d'avril ou au mois. C'est-à-dire, ça prend 2 semaines, c'est très rapide et ça sera fait. Moi, je crois que c'est la solution sur le plan juridique et économique.
on adopte celle-ci d'une façon ou d'une autre, c'est on quelque fait chose une de loi rappel, rectificative. et puis on Et on fait une demande loi au ministère des Finances, rectificative. étant Chemin donné faisant, les une loi modifications rectificative. techniques à la marge, et puis faire promulguer une loi de finances rectificative. Dans plusieurs pays, c'est devenu pratiquement une systématique, tradition, une tradition. Tous les 6 mois, il y a une rectification. C'est normal, Maintenant, ce qui est normal. Mais c'est normal. J'aimerais bien aussi soulever cette question. Alors, ce nouveau gouvernement arrive alors que toutes les prévisions, tout centre de conjoncture confondu ou centre de prévision confondu, tablent sur une prévision de croissance à l'ordre de 4% pour 2017. 4,5 pour le ministère Ça des varie Finances. entre 4 On est en et 4,5 4,7 même pour d'autres institutions. Est-ce que vous pensez que, bon, déjà, ce nouveau gouvernement, il a la tâche facile parce Absolument. que on Il a est eu né une bonne sous une bonne pluviométrie. étoile, Puisqu'il y a eu de la pluie. Parce qu'il y a eu de la pluie. Est-ce qu'il n'est pas et on dépend toujours Gouverner, de c'est l'agriculture. Oh, ça, Mais il y a les une chiffres, meilleure, il y a une meilleure visibilité, parce que la conjoncture a voulu que le bon Dieu nous arrose et on aurait nécessairement une bonne année sous forme de récolte. L'investissement a repris avec l'augmentation également de la consommation des ménages, puis également en termes de flux de capitaux à l'international, pour une fois, c'est positif. Donc ils ont tous les ingrédients pour réussir. Il faut qu'ils se mettent à la tâche. Par contre, il y a des problèmes majeurs. Là, c'est structurel, tel que le déficit de la balance commerciale, c'est une donnée normale. Le déficit budgétaire, c'est une donnée structurelle. Le déficit de la balance de paiement, c'est une donnée. Mais au moins, ils ont cette chance historique de démarrer dans de bonnes conditions. Voilà. Surtout après une attente de 6 mois. Qu'ils fassent du plus, puisque la croissance qui est là, je dirais... Elle est conjoncturelle. Non, elle est conjoncturelle, oui. Est-ce que croissance, c'est synonyme de développement? Non. Ah, ça c'est un débat philosophique. Non, mais elle n'est pas philosophique, elle est très terre à terre, bien au contraire. Justement, on parle de croissance. Est-ce qu'il y a un développement qui suit? Alors, si vous voulez, pour parler de façon je reviendrai à votre réponse. Vous savez qu'il y a moins d'une semaine, il y a le rapport du PNUD qui est sorti. Où est-ce qu'on est classé? On est classé 123e. Pour l'indicateur développement humain. Donc, lorsque vous prenez les composants du développement, peut-être que la croissance aide sur au moins une dimension, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc, il y a beaucoup Alors, quelle est la teneur de notre croissance? Quand on dit développement, on parle de quoi? Moi, je pense déjà une croissance doit produire d'abord du bien-être. Quand on dit bien-être, c'est du revenu, c'est de l'emploi, n'est-ce pas? Et je reviens. Vous y arrivez à ce point, oui, forcément. Parce que finalement, pour le citoyen, le citoyen lambda, on peut parler de croissance, on peut parler de tout ce que vous voulez. De promesses. Finalement, lui, il voit sa fiche de paie à la fin du mois. Il voit ce qu'il va pouvoir épargner. Il voit ce qu'il va pouvoir consommer. Et finalement, c'est ça, c'est une question de revenus et donc d'emploi. Et malheureusement, le fait est que si l'on croit quand on voit les chiffres des 3 dernières années, notre croissance, qu'elle soit de 1% ou de 4%, la teneur de la croissance en emploi est très faible. Elle est en tout cas beaucoup plus faible. De quoi? On parle de l'emploi dans le secteur public ou là dans l'économie en général? De manière générale, l'économie marocaine a toujours produit quelque chose comme 230 000 Moi, je vais vous donner quelques... Je vais juste produire quelques chiffres et on va peut-être se poser des questions. Je prends par exemple en 2007, l'économie avait réalisé un taux de croissance de 2,7%. En 2007, l'économie avait créé 128 000 emplois. Alors, qui c'est? D'accord. Très bien. La deuxième partie et on verra. En 2014, par exemple, le taux de croissance était de 2,2%. On est 2,2, 2,7. Mais on a eu 21 000 emplois créés par rapport à 128 000. Donc, la croissance d'El Maghreb ne crée plus suffisamment d'emplois qu'il y a en tout cas 10 ans. Je complète juste les chiffres de CESAD. Dans le même sens, un point de croissance de PIB, historiquement, nous donnait entre 20, 25, 30 000 selon l'année. Ça, c'est des données vraiment d'économistes. Oui, c'est ça. Des statisticiens. C'est les statistiques qui disent ça. Alors, maintenant, si on est à quelque chose qui arrive sur le marché du travail de 300 000, qui arrive sur le marché du travail, qui arrive sur le marché du travail chaque année. Alors, combien partent en retraite? Non, ça c'est ce qui arrive. On peut.
Non, mais parce que bon, il faut prendre tous les éléments. Parce que si on dit 300 000 qui arrivent, c'est vrai que le chiffre, il risque de faire peur tout de même. Alors on a 300 000 qui arrivent. Il est réel. C'est la réalité. Non, mais c'est vrai, mais il y en a d'autres Ceux qui sortent à la retraite, c'est inférieur à ça en termes de chiffres. Oui, on peut naturellement. regarder. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne qu'avec les taux de croissance que nous réalisons, logiquement, on va voir toujours plus de chômage. Et qu'en est-il de ces plans d'industrialisation, on peut regarder si vous voulez. Mais, Mais vous voyez ce chiffre, c'est ça ce qu'ils nous disent. Et pire, en 2016, je vous rappelle que nous avons réalisé un taux de croissance effectivement parmi les plus faibles sur ces 15 de 1%. Allez, on dira 1%. Mais l'économie, première fois depuis très longtemps, ça c'est historique, nous avons détruit des emplois. Oui. Nous avons perdu 37 000 emplois. Même. Nous avons perdu. Et ça a à voir avec l'agriculture, parce que, encore une fois, c'est le secteur qui emploie le plus. Ce n'est pas forcément l'agriculture. Non, mais pour le cas de 2007. Parce que de l'autre côté, l'agriculture n'est qu'un secteur parmi 3 secteurs. Il y a du primaire, il y a le secondaire, il y a le tertiaire. Je parle de poids dans le PIB et de poids d'employabilité. L'agriculture. Mais je suis désolé, l'agriculture ne représente, je pense que 19 entre quoi 17, 15 et 20%. 17. Mais il est inversement proportionnel à sa contribution à la croissance. Exact. Et c'est là, où je voulais en venir. Oui, il y a la loi de finances qui est urgente. Oui, il y a la réforme de Taqaoud. Mais il y a des défis beaucoup plus gros et structurels. C'est de ça qu'on parle. Si demain, si le gouvernement ne fait pas en sorte de dire il a l'agriculture, si on a une sécheresse, on n'est pas capable d'avoir une industrie qui va faire du 5% et du 6%, c'est qu'on n'a rien compris. Mais on a un plan d'accélération industrielle. C'est qu'on a échoué. Alors, non, on a un plan d'industrialisation. Messieurs, justement, l'industrie, nous avons une stratégie, une politique sectorielle. Très bien. Très bien, voilà. Très bien. Nous avons des secteurs nouveaux, les nouveaux métiers du monde. Nous les avons mis en... Ils sont mis en... il y a l'aéronautique, il y a l'automobile. Mais... En industrie, quand on prend les chiffres de l'industrie en net détruit des emplois. Ça veut dire que tout ce que créent ces nouveaux métiers, on le perd parce que dans des métiers classiques... Non, mais justement... On est en train de parler dans l'absolu. Quand on dit créer et détruire les emplois, de quel emploi on parle? Des smicards, ou là c'est ceux qui sont situés à la moyenne arithmétique des emplois détruits. Dans la qualité de l'emploi. Là, on rentre dans la qualité de l'emploi. Mais c'est une chose à soulever, ça, justement, de cette qualité de l'emploi. Est-ce qu'on veut juste employer des gens, des intérims, des gens pas assez formés, du coup, ça fait juste une main-d'œuvre qui coûte moins cher qu'ailleurs, ou nous voulons justement avoir une main-d'œuvre, mais qui soit hautement qualifiée et formée? Pour justement créer une valeur ajoutée mais il faut créer déjà dans l'emploi. Il faut créer, là nous sommes en train d'en détruire, nous en avons détruit. Il faut d'abord être capable d'en créer. C'est la nature, c'est l'évolution naturelle des activités que nous projetons de faire. L'automobile et l'emploi à un certain niveau, les nouveaux écosystèmes qu'on est en train de créer pour tout ce qui est secteur de sous-traitance par rapport aux grosses industries, on est en train d'intégrer des gens. Maintenant, le fort employeur d'emploi, c'est le BTP et c'est l'agriculture. L'agriculture, connaissant, là, voilà, vous le connaissez, c'est une activité saisonnière. 40% de l'emploi au Maroc. Si on a une année, on revient à cette... C'est une année qui est mauvaise, on détruit des emplois. C'est normal. Si elle est bonne, en fait, regardez. C'est logique en tout cas. Les emplois de qualité, maintenant, c'est dans le cas de l'offshoring et Casablanca Finance City. Nous ne pouvons pas l'accepter comme étant une fatalité. Écoutez, moi je suis désolé. C'est-à-dire, oui, c'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. Nous avons l'obligation, un gouvernement, ce n'est pas au gouvernement de créer l'emploi. Le gouvernement est là pour mettre en place. C'est ce que vous disiez il y a quelques minutes. Le gouvernement... C'est-à-dire l'urgence maintenant, ce n'est pas la loi de finances, c'est de créer les politiques publiques doivent faire... Parce que l'emploi ne se décrète pas. L'emploi, il n'est pas créé par l'État. Le gouvernement, enfin l'État, il faut faire en sorte que le secteur privé crée de l'emploi. Et là, écoutez, nous sommes en train nous avons des stratégies
sectorielles qui créent des emplois, mais il n'y a pas de synergie. Entre qui et qui? Voilà, vous parlez de synergie, juste pour parler de choses concrètes. Il y a de la cohérence. Ça, moi, j'ai un début de réponse. Je vais demander à mes collègues de... Alors, je vous dis exactement, l'ancien gouvernement a développé, avec l'aide du Bureau international du travail, une nouvelle stratégie de l'emploi à l'horizon 2025. Alors, que dit cette stratégie? En résumé, que la question de l'emploi, comme vient de le souligner Saad, est une question transversale, qui devrait justement, elle est transversale, elle devait être gérée dans une logique d'intégration et, si tu veux, une logique parce que tous les ministères, le ministère de l'Agriculture te dit, je lance tel chantier, je vais créer 100 000 emplois. L'autre, il te dit, moi, je vais créer 200. L'autre, etc. Alors, ce qui a été demandé... Le ministère de la formation professionnelle suit. Non, attention. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est que le gouvernement, comme c'est lui qui gère la politique économique, doit réfléchir de manière intégrée. On ne peut plus dire, c'est-à-dire que même la réflexion a été menée sur le plan des politiques macroéconomiques, comment qu'on doit les considérer de telle sorte à les orienter emploi. Deuxièmement, ce qui est nouveau dans cette stratégie, malheureusement, qui n'a pas eu un grand succès, aujourd'hui, le BIT continue de financer le plan, le plan d'application, le plan, on appelle ça, l'exécution de la vision, ils sont en train de travailler dessus. Et comment se s'opère cela? D'abord, il y a une orientation vers les nouveaux métiers, comme on a dit tout à l'heure. Deuxièmement, les nouveaux métiers, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est les métiers, les métiers, les jobs qui sont liés à la personne. Tous les nouveaux métiers, il faut les faire intégrer, améliorer. Mais tout cela, n'oubliez pas que c'est dans le cadre du BIT, c'est le travail décent, la conservation des conditions de travail. Et ensuite, le plus important dans cette stratégie, c'est que c'est une stratégie qui est assise sur la régionalisation. C'est-à-dire, c'est au niveau des régions qui doivent exprimer leurs besoins, qui doivent créer tout cela. Et ça n'est pas encore fait. C'est en route. Ça, c'est en route. Maintenant, ce qui est demandé à ce gouvernement, ce qui est demandé à ce gouvernement, le gouvernement, un mauvais impact sur cela. Il y a deux choses importantes à dire. Un, nous avons un ministre de l'Emploi et de l'Intégration, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est Yatim, qui est un syndicaliste et qui, en principe, devrait être assez sensible à ces questions-là. D'abord, prendre en main cette stratégie, la regarder de près et voir il y a un travail qui a été fait et qui a été validé. Ce n'est pas la peine de refaire un travail, perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, et peut-être revenir à un travail qui a été fait par l'ancien gouvernement. M. Yatim doit travailler dans la réinstitutionnalisation du dialogue social, parce qu'on ne peut plus continuer. Avant, on avait un gouvernement, Abbas Fassi, qui avait pu justement injecter de l'argent. Il était même très généreux, 34 milliards de dirhams qui ont été donnés en 5 ans, ce qui est énorme. Maintenant, on demande quoi? On demande à ce que les syndicats puissent être écoutés, que l'on puisse avoir un vrai dialogue social entre partenaires et que l'on puisse aller vers tout ce que vous demandez aujourd'hui, à savoir mettre la formation professionnelle, au service des stratégies productives, mais donc créer de l'emploi au niveau des régions, parce qu'aujourd'hui, on demande à ces régions d'imaginer des modèles de développement décentralisés et déconcentrés. Et à ce moment-là, il faut créer justement de l'emploi au niveau de ces régions. Ce n'est pas encore fait. Mais ça, c'est un grand chantier. S'ils arrivent à le faire, et probablement, c'est tout le génie. Moi, je laisse mes collègues commenter. Et puis aussi, il y a, à mon avis, la création d'emplois est très simple. Parfois, c'est compliqué, mais c'est très simple quand on voit de près. Créer de l'emploi, quand on veut créer de l'emploi, ça veut dire qu'on doit produire plus, tout simplement. Hein? Donc on ne produit pas assez. Aujourd'hui, nous avons 100 personnes. Si on doit recruter 200, ben ça veut dire qu'on doit produire plus. Alors, produire plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, on doit soit produire plus dans les secteurs classiques, textiles. Ça veut dire qu'il faut, si on veut produire maintenant. Non, en termes de compétitivité, non, je pense que le Maroc, si on veut produire plus, ça veut dire qu'il faut vendre plus. Soit on produit plus dans les nouveaux métiers. Mais attention, le problème, j'ai l'impression que nous sommes en train de scinder notre tissu productif en deux. Il y a les nouveaux et il y a les anciens. Non, les nouveaux métiers du monde sont, bien sûr, l'aéronautique, etc. Moi, j'ai parlé de l'environnement, j'ai parlé de la culture, j'ai parlé du social qui peut être créateur d'emplois. Ces nouveaux métiers doivent être des locomotives pour l'ensemble du tissu productif. Je voudrais revenir sur une chose. D'abord, pour être clair,
l'année où on a réalisé le record en termes de valeur ajoutée agricole, c'est l'année où on a détruit le plus dans le secteur agricole. C'est normal. Et c'est logique. Donc on ne doit pas croire que lorsque l'année va très bien, sur le plan comptable, c'est l'année où on a perdu le plus. C'est-à-dire qu'on ne doit pas toujours compter que c'est notre agriculture. Pas une règle. C'est pas une règle. Ça d'une part. D'autre part, je crois que les marchés, là où on peut justement créer pour aller vendre, d'abord on a compris maintenant que l'Europe, ça ne tire plus. Ce n'est plus une locomotive pour qu'on puisse exporter. Et le roi l'a compris. C'est là où je veux aller. Il est en train de... C'est là où je voudrais aller. Maintenant, on doit aller chercher des marchés là où ils sont, puisqu'on est compétitif de l'autre côté. Et on doit trouver le moyen pour aller fabriquer ici, vendre là-bas, ou aller fabriquer là-bas avec notre main-d'œuvre, éventuellement, si on peut. Donc, en termes de création d'emplois, on peut en créer ici et exporter sur les marchés porteurs, puisque là où on regardait avant, ça ne tire plus et on a un problème. Une information supplémentaire pour consolider ce que dit Stade. On est aujourd'hui à la veille d'intégrer la CEDEAO. Oui. Et c'est quoi? C'est une zone économique de très forte croissance, un grand dynamisme. Et il y a insoupçonné, alors que nous, on était... 300 millions de consommateurs, quand même. Un taux d'intégration de 15%. Un taux d'intégration de 15%, alors que nous, on appartenait à une zone d'intégration qui s'appelle le Maghreb, qui est la plus faible au monde. Moins de 3%. Voilà. Alors, revenons à autre chose. Aujourd'hui, vous savez que les produits made in Morocco sont très prisés dans ces régions-là. Mais ils sont mal commercialisés ou ils sont bien commercialisés? Comment ils sont commercialisés, ces produits? Là, c'est quand on va intégrer... Il y a les politiques publiques qui interviennent. Quand l'entreprise marocaine, on demande à cette entreprise de recruter, de créer de l'emploi, donc de fabriquer plus, de produire plus, il faut juste que les politiques publiques puissent aider cette entreprise marocaine à aller trouver de nouveaux marchés. C'est pas sorcier. Si je prends un élément simple, actuellement, le déficit de notre balance commerciale, ça représente 1,5 milliard de dollars par mois. C'est-à-dire, à travers ce poste déficitaire, on est en train de créer de postes d'emploi dans les pays développés. Pourquoi ne pas prendre cette expérience, même si elle est négative pour nous, à travers maintenant la nouvelle tournée du roi dans les différents pays africains, arriver à exporter de qualité et à être compétitif avec d'autres producteurs. Et dans ce cas-là, je reviens à la politique, les politiques publiques. Et là, c'est comment les politiques publiques, c'est comment ce gouvernement doit accompagner le monde de l'entreprise à travers les interventions sous forme de régulation. On a toujours des problèmes au niveau de la politique budgétaire de l'État. On a toujours les problèmes dans le cadre de la politique monétaire de l'État, la politique fiscale de l'État, parce qu'il n'y a pas uniquement la création de l'emploi, mais également l'entreprise fait énormément de reproches à l'État marocain. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc les politiques publiques doivent faire de telle sorte qu'elles donnent confiance à tout le monde. Il n'y a pas uniquement la personne qui cherche un travail, mais également le monde de l'entreprise. Et le monde de l'entreprise a besoin d'un accompagnement sans donner nécessairement des avantages sur le plan fiscal. Un dernier mot vraiment, parce qu'il nous reste très très peu de temps. Professeur, est-ce que, donc juste en réaction à cela, et là où doit réussir justement ce gouvernement, c'est une question que j'ai posée en début d'émission, là où doit réussir ce gouvernement, où a failli le précédent? Brièvement. C'est le dossier de l'emploi et de l'éducation. Ce sont, pour moi, les priorités de ce gouvernement, pas seulement à court terme, mais sur la législature tout entière. C'est l'emploi et l'éducation. Je crois, on ajoutera la santé plus tard, mais je crois que c'est ça la priorité. Oui, exactement. Le tandem éducation-emploi, d'autant plus qu'on a l'impression qu'on parle uniquement de création d'emplois, mais on parle de bien-être. On parle de millions de jeunes qui ne sont pas, qui n'ont pas d'emploi et qui ne sont pas non plus dans des universités. Ce sont des jeunes qui sont dans la nature. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour le Maroc. Quand je dis plusieurs millions, ça dépasse les 2 millions, allègrement. C'est la bombe à retardement. C'est peut-être 3 millions. Donc, ces jeunes-là, il faut absolument qu'on puisse les intégrer dans le système. La diversification, disons, qui est conduite par le roi par rapport à un grand chantier, surtout de l'Afrique. N'oubliez pas que pour la CEDEAO, les premiers drafts qui circulent aujourd'hui sur le projet d'intégration, on parle d'une union
douanière et à terme une union monétaire, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Maintenant, pour ça va se faire sur le long terme, ceci. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé. Non, ça se fera très rapidement vu la manière dont les chantiers sont menés. Diplomatique, et aujourd'hui, peut-être la reconfiguration du ministère des Affaires étrangères avec la présence d'une ministre déléguée très au fait des dossiers, etc. Elle pourra travailler. Surtout en Afrique, n'est-ce pas? Surtout en Afrique, elle s'en occupera. Maintenant, que doit réussir ce gouvernement? Il doit réussir la cohérence. Exactement. Première des choses. S'il n'est pas cohérent, il ne fera rien. La cohérence, s'il n'est pas cohérent. Interne et des politiques. Absolument. Mohamed Raj, un dernier mot, s'il vous plaît, se mettre au travail et donner espoir avec des signaux forts à ces jeunes, comme quoi il y a au moins une institution qui pense à eux. Ça n'a pas été le cas durant les 5 dernières années. À part le discours, on n'a rien reçu, sauf Saoufa, Saoufa, Saoufa. Maintenant, personnellement, en tant que citoyen marocain, je veux du concret. Des objectifs bien définis, une stratégie économique claire, une sensibilisation aussi de la population en matière de nouvelles législations, notamment en termes de fiscalité. Comme on l'avait de 5 ans, à 7 ans pour exécuter ces programmes. 4 ans et demi. Merci messieurs d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Éco. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22h.